Bună ziua! Șeful mi a interzis să vorbesc in romanește. Then I thought that I would speak English, since whether we like it or not, it has become the international language. But my boss again forbade that and imposed on me to speak French, since I have always been most respectful of his instructions. I will comply, of course. However, I am ready to answer any questions you could ask in English. Donc, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Ministre, allons-y en français. On n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais prendre quelques minutes pour dire tout le plaisir que je garde, tout le souvenir si positif que je garde d'avoir fait partie de l'équipe de la Roumanie, et d'abord parce que c'était une équipe jeune, dynamique, à commencer par son agent, Bogdan Orescu, et par son co-agent, Cosmin Dinescu, qui ont sans aucun doute battu tous les records de jeunesse dans leur position. Daniel Müller et Simon Oleson, qui ont rejoint l'équipe un peu plus tard, n'ont pas vraiment contribué à élever la moyenne d'âge lorsqu'ils ont été appelés à compléter cette équipe comme conseil. Et le directeur des frontières, Liviu Dimitriou, le cartographe, Octavian Buzatu, n'ont pas non plus contribué à faire monter la moyenne, si bien que James Crawford et moi, et un peu plus tard rejoint par Von Loo, faisions figure d'honorables vieillards. Notre équipe était non seulement jeune, mais elle était brillante, au point qu'au début, James Crawford et moi avons, dans un premier temps, été désarçonnés par la rapidité de notre agent, de notre co-agent, à comprendre et à analyser les problèmes. Et je me rappelle qu'à l'issue d'une de nos premières réunions, James et moi, nous sommes dit que vraiment, ils n'étaient pas très polis, qu'ils nous interrompaient au bout d'une phrase, et qu'on se demandait quelquefois si on avait quelque chose à faire dans cette équipe. Et puis en fait, assez vite, on s'est dit que ces interruptions intempestives tenaient simplement au fait qu'ils étaient trop intelligents pour nous et qu'ils comprenaient trop vite, et qu'une fois qu'ils avaient compris une phrase, ils trouvaient que ce n'était pas la peine de perdre du temps en nous laissant terminer. On s'y est fait. Et l'harmonie a, je dois dire, très vite régné dans l'une des équipes les plus sympathiques, les plus agréables auxquelles j'ai eu l'occasion de participer. Comme on vous l'a dit, j'en ai eu beaucoup. Ça ne veut pas dire que nos agents, et surtout notre agent, étaient particulièrement relax. Surtout Bogdan, excessivement perfectionniste, constamment inquiet. Je me rappelle l'épisode de la pile électrique. C'est un soir, nous nous étions simplement permis d'aller dîner pendant 1 heure, et nous avons retrouvé notre agent et Von Loo, je dois dire, avec les cheveux dressés sur la tête, sans doute avec l'idée que nous avions soustrait une précieuse heure à la préparation de plaidoirie que nous avions préparée, repréparée et repréparée. Et puisque Bogdan ne l'a pas mentionné, je voudrais mentionner en passant un autre épisode auquel je n'ai pas pris part, mais qui rétrospectivement nous a fait bien rire. L'une de nos plaidoiries écrites, je pense que c'était la réplique, au lieu d'arriver au greffe de la cour, a bien failli finir dans le fond d'un canal, en même temps que la camionnette conduite, je crois, par le co-agent lui-même. Tout ceci pour dire que nous avons participé à une équipe formidable, plaisante à tout point de vue, ce qui n'a pas empêché un travail en profondeur et ne laissant aucun aspect de l'affaire, je crois, dans l'ombre, grâce notamment au dévouement de toute l'équipe roumaine et en particulier de l'équipe technique. Et le résultat est là,
c'est l'arrêt du 3 février 2009, même si je dois dire que les plaidoiries des partis, qui à mon avis ont été bonnes des deux côtés, je salue mon ami Sir Michael Wood, qui représente ici la partie ukrainienne, le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances, et j'en suis heureux, mais je crois sincèrement que ce n'est pas la faute aux plaidoiries de l'Ukraine. En réalité, comme plusieurs commentateurs l'ont souligné, la Cour a pris pas mal d'autonomie par rapport aux arguments des partis, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, tout à fait acceptable. La CIJ est liée par les conclusions des partis, mais pas par leurs moyens. Et c'est à l'évidence cette autonomie prise par la Cour par rapport aux plaidoiries qui lui a permis non seulement d'adopter son arrêt à l'unanimité, mais encore qu'aucun juge n'attache à l'arrêt une opinion, fût-elle individuelle, ni même une simple déclaration, y compris les deux juges ad hoc. Je pense que Jean-Pierre Cot va y revenir sur cet aspect dans quelques instants. Est-ce que pour autant, il s'agit d'un grand arrêt, d'un leading case? Je vais essayer de répondre à cette question en le replaçant brièvement, successivement dans la lignée des arrêts qui l'ont précédé, d'une part, et d'autre part dans celles qui l'ont suivi, d'autre part. Parce qu'il y a sans aucun doute un avant et un après Roumanie contre Ukraine. L'avant, c'est la longue reconstruction d'un droit de la délimitation maritime mis à mal par le désastreux et pourtant souvent loué arrêt de 1969 dans les affaires du plateau continental de la mer du Nord. La Cour avait déjà eu, avant cet arrêt, l'occasion de faire quelques incursions dans la délimitation maritime, notamment avec l'arrêt de 1951 dans l'affaire des pêcheries. Mais néanmoins, en 1969, les conventions de... néanmoins, l'arrêt de 1969 marque un départ, ou plutôt constitue ce que je considère comme un désastre. Un désastre qui est bien dans l'air du temps. On est dans une période de contestation, souvent féconde d'ailleurs, du vieil ordre juridique international imposé par les puissances européennes ou par leur prolongement. La contestation est largement fondée sur l'appel à l'équité contre le droit et elle s'étend au droit de la mer. Et on retrouve cet état d'esprit dans l'arrêt de 1969, alors qu'il eût été aisé d'atteindre le résultat équitable que la Cour appelle de ses voeux, qu'à mon avis d'ailleurs elle réalise, en appliquant tout simplement la règle de l'article 6 de la Convention de Genève sur le plateau continental, qui prévoit le recours à l'équidistance corrigée par des circonstances spéciales. La Cour invite invite à appliquer un couple différent, les principes équitables devant aboutir à un résultat équitable. Ça fait beaucoup d'équité, et même si le droit est supposé, en tout cas présumé, ne pas être contraire à l'équité, on ne saurait les réduire, si l'on considère que c'est le cas, que le droit, si on considère que le droit est réducteur d'incertitude et donc limitateur de subjectivité, alors que l'équité repose inévitablement sur un sentiment subjectif. En tout cas, en 1969, le mal est fait. La règle, c'est l'absence de règle, le non-droit, en somme, et bien sûr, compte tenu du contexte, les États, en tout cas la majorité d'entre eux à l'époque, montrent un grand enthousiasme pour cette non-solution. Un enthousiasme tellement grand que, comme vous le savez, le principe ou le non-principe est consacré par les articles 74 et 83 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982,
alors que la troisième conférence aurait pu et aurait dû, à mon avis, être l'occasion de réparer les dégâts causés par l'arrêt de la Cour qui n'avait, en 1982, été suivi que par un arbitrage important, mais unique, celui rendu en 1977 entre la France et le Royaume-Uni. Les États ayant applaudi à sa position, il était difficile pour la Cour de faire immédiatement machine arrière. D'autant plus que, précisément, à l'époque de l'adoption de la Convention de Montego Bay, la Cour est appelée à rendre une série d'arrêts en matière de délimitation maritime. En 1978, elle est saisie dans l'affaire Tunisie-Libye. L'arrêt sera rendu en 82, en 81, Golfe du Maine, en 82, Libye contre Malte. J'entre pas dans les détails, le temps passe vite, mais dans tous ces arrêts, la Cour, je dirais, patauge. La Cour patauge, prise entre la nécessité de payer tribut au non-principe de la Convention de 1982 et d'avoir l'air de décider sur une base juridique. Elle fait l'objet de lourdes critiques de la part de certains conseils et de la doctrine. Je pense en particulier à mon maître Prosper Veil, qui réunissait les deux qualités, dont le livre Vengeur sur les perspectives de la délimitation maritime, publié en français et en anglais en 1988, a sans doute joué un rôle dans le redressement de la situation. Et d'ailleurs, la Cour va petit à petit abandonner le non-droit de 69-82 pour en revenir au bon droit de 2009. Ceci dit, elle hésite, et encore en 2002, dans Cameroun-Nigeria, elle s'obstine en disant « c'est le résultat qui importe, les principes sont subordonnés à l'objectif à atteindre, l'équité d'un principe doit être appréciée d'après l'utilité qu'il présente pour aboutir à un résultat équitable, c'est du baratin ». Quelques lueurs d'espoir, de clarification sont cependant apparues au fil du temps. Libye-Malte en 1985, Jan Mayen entre la Danemark et la Norvège en 1993, Qatar-Bahreïn en 2001, arrêt dans lequel la Cour note que la règle équidistance circonstance spéciale, qui est applicable en particulier à la délimitation de la mer territoriale, et la règle des principes équitables circonstances pertinentes, telle qu'elle s'est développée depuis 1958, et tant pis pour l'arrêt de 1969 qu'elle ne cite pas, dans la jurisprudence et dans la pratique des États, quand il s'agit de délimiter le plateau continental et la zone économique exclusive, sont étroitement liées l'une à l'autre. Fin de citation. Et en 2007, dans Nicaragua-Honduras, la Cour affirme encore, et encore plus clairement, que sauf raison impérieuse, le principe de l'équidistance est devenu la règle générale. Et ce n'est qu'après, en 2009, qu'intervient notre arrêt. On pourrait penser qu'il ne fait après tout que prendre acte d'une évolution déjà largement acquise. C'est certainement vrai en partie, et je pense que si elles sont brèves, les indications que je viens de donner le montrent. Mais je crois pourtant qu'à plusieurs points de vue, Roumanie contre Ukraine s'impose comme un grand arrêt, comme un vrai leading case. Il y a d'abord, bien sûr, les circonstances de son adoption, je les ai déjà évoquées, mais je le répète, une unanimité sans fausse note, réunissant les deux juges ad hoc et si bien acquise qu'aucun des 17 juges ayant pris part au délibéré ne joindra une opinion personnelle, c'est tout de même très exceptionnel. C'est la seule fois où cela s'est produit dans l'histoire de la Cour mondiale. En outre, l'arrêt qui est rédigé d'une manière extrêmement pédagogique, apporte des clarifications utiles sur un grand nombre de points importants, en particulier sur les côtes et la zone maritime pertinente, sur la fixation des points de base, sur la vérification de l'absence de disproportion, même si, sur ce dernier point, il est aujourd'hui sans doute dépassé, à mon avis utilement dépassé,
par l'arrêt rendu il y a tout juste une semaine dans Pérou, Chili, qui abandonne toute velléité de calculs arithmétiques. Il n'empêche que c'est tout de même pour la réaffirmation de la méthode équidistance circonstances pertinentes que l'arrêt de 2009 me paraît d'une importance décisive. Grâce à lui, la parenthèse funeste ouverte par l'arrêt de 69 se trouve refermée et l'on en revient à la norme qui était inscrite dans l'article 6 de la Convention de Genève de 58 sur le plateau continental et qui constitue la voie la plus sûre pour aboutir à un résultat équitable. En ce sens, on peut dire que Roumanie contre Ukraine n'est pas fondateur d'un nouveau droit de la délimitation maritime, mais qu'il est bien refondateur et fermement de celui qui avait fâcheusement abandonné l'arrêt de la mer du Nord. Il rétablit de l'ordre et de la méthode là où l'arrêt de 1969 avait engendré le désordre. L'arrêt de 2009 tient, je crois, la juste balance entre la certitude, c'est l'équidistance, d'autant plus prévisible que, comme je viens de le dire, l'arrêt donne des précisions utiles sur la détermination des points de base, et puis de l'autre côté, la souplesse tenant aux circonstances pertinentes qui peuvent être prises en considération pour infléchir la ligne provisoire d'équidistance, étant entendu que tout de même que je pense qu'il y a une faiblesse dans cet arrêt. La Cour fait un méli-mélo au stade de la deuxième étape, un méli-mélo entre les circonstances pertinentes qui interviennent à la deuxième phase de la méthodologie en 3 temps qu'elle consacre, et la troisième phase dans laquelle elle vérifie l'équité du résultat, puisque dans les 2 cas, elle se réfère à la proportionnalité, dont on ne sait d'ailleurs pas clairement sur quoi elle porte, mais qui, en tout cas, devrait être réservée à la troisième phase. Pour le reste, l'arrêt, je crois, irréprochable, et sa postérité parle pour lui. Dans les affaires de délimitation ultérieure, il est abondamment cité, 22 fois dans l'arrêt de 2012 entre le Nicaragua et la Colombie, alors même que l'applicabilité de la méthode en 3 temps était discutable, comme l'a souligné de manière que je crois convaincante le juge français René Abraham dans une opinion individuelle très fortement argumentée dans laquelle il indique que, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'espèce, je le cite, cette méthode était inadaptée à cette affaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais à regret renoncé à plaider Roumanie contre Ukraine au nom du Nicaragua. Et René Abraham conclut en disant « Je comprends que la Cour veuille donner à tous ceux qui l'observent et d'abord aux États le sentiment qu'elle ne procède pas de manière arbitraire pour parvenir à une solution équitable, mais qu'elle mette en œuvre des techniques éprouvées et constantes. Et il est parfaitement vrai qu'il n'y a aucun arbitraire dans la démarche de la Cour, mais seulement la recherche scrupuleuse de la meilleure solution. Il est cependant dans des affaires qui se présentent en des termes tellement spécifiques qu'il est à tout prendre préférable de reconnaître que la Cour doit s'écarter de sa technique habituelle en expliquant pourquoi, plutôt que de sacrifier la clarté et l'intelligibilité à l'apparence d'une illusoire continuité. Ceci étant, c'est au fond un hommage indirect à Roumanie-Ukraine qui a été cité également, et c'est peut-être plus important encore, une dizaine de fois par le Tribunal international du droit de la mer dans l'affaire du Bengale oriental entre le Bangladesh et le Myanmar. C'est plus important parce que c'est un autre tribunal et que cette juridiction, et que c'est le premier arrêt que rend cette juridiction en matière de délimitation, alors qu'elle est spécialisée dans le droit de la mer. Or, se référant à l'arrêt de 2009, le tribunal applique sans barguiner la méthode des 3 étapes appliquée dans l'affaire
de la délimitation maritime en mer Noire, dont il rappelle qu'elle est l'aboutissement, et je cite le tribunal, de l'évolution de la jurisprudence en matière de délimitation maritime. Et il note, je le cite à nouveau, qu'une jurisprudence constante s'est constituée en faveur de la méthode équidistance, circonstance, pertinence, et à son tour, il l'applique. Alors certains juges du tribunal ont pu regretter que son ralliement à la méthodologie consacrée par la Cour ne soit pas suffisamment éclatant. Tel est le cas en particulier de la déclaration collective des juges Nelson, Rao et Cotte, qui rappelle, je les cite, que les cours et tribunaux internationaux ont progressivement réduit les éléments de subjectivité dans le processus de délimitation. Ceci afin de conforter la fiabilité et la prévisibilité des décisions arbitrales et judiciaires en la matière. Et ces trois juges regrettent que la mise en œuvre de la méthode des trois étapes ait été appliquée de façon quelque peu fantaisiste par le tribunal à partir d'un point assez abstraitement fixé à une cinquantaine de milles des côtes des parties. Et le juge Jean-Pierre Cotte le regrette à nouveau dans son opinion individuelle. Ceci dit, je crois que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que le tribunal de Hambourg a endossé la méthode. J'avance l'hypothèse que s'il l'a fait avec un enthousiasme peut-être modéré, ceci tient au fait qu'il n'a pas voulu sembler faire preuve de suivisme à l'égard de la Cour de la Haye, mais je pense qu'il a été bien avisé de consacrer de façon très formelle sa jurisprudence. D'ailleurs, son ralliement à la jurisprudence Roumanie contre Ukraine a semblé suffisamment ferme au Bangladesh pour que celui-ci, qui s'était opposé avec vigueur à l'application de la méthode, au moins jusqu'à ses premières plaidoiries orales incluses devant le tribunal de Hambourg, le Bangladesh a changé son fusil d'épaule dans l'affaire Jumel qu'il a introduite devant un tribunal de l'annexe 7 de la Convention sur le droit de la mer, dans l'affaire Bangladesh contre Inde, et que dans cette affaire, il s'est prudemment rallié, sur le plan des principes au moins, à une stricte application de la méthode. Certes, dans son tout dernier arrêt du 27 janvier dernier, dans Pérou contre Chili, que j'ai déjà mentionné, la CIJ a cité celui de 2009 seulement, si on peut dire, 5 fois. Mais elle ne consacre que très peu de pages à la délimitation non conventionnelle et surtout au paragraphe 180 de ce nouvel arrêt, elle considère visiblement que l'application de la méthode en 3 étapes va de soi. Elle la rappelle, puis elle la met en œuvre, et si l'arrêt a été rendu avec des voix dissidentes sur certains points, aucune ne s'est élevée contre le principe même posé ou consacré par Roumanie-Ukraine. Je le redis en guise de conclusion, Monsieur le Président, Roumanie contre Ukraine, en refondant le droit de la délimitation maritime, ce qu'il a fait avec rigueur et vigueur, sans que son autorité soit contestée, Roumanie contre Ukraine est sans aucun doute un grand arrêt de la jurisprudence internationale. Merci.